ce matin avec des paroles de reconnaissance dans la bouche. Effectivement, si ce n'est pas Dieu à qui on va dire merci. Dormir, c'est naturel, mais se réveiller est un miracle. Et quand on tient sur ses deux pieds, on veut simplement dire merci au Créateur qui nous offre la possibilité d'être encore meilleur. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Matin Bonheur. Et on souhaite faire un clin d'œil à toutes ces personnes qui ne se sentent pas très bien, qui sont un peu alitées. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous permette de recouvrir la meilleure santé. Ici, on vous donnera de la joie, de l'énergie nécessaire afin de bien commencer la journée. Merci d'être avec nous. Matin Bonheur se poursuit avec un autre décor. Nous sommes au niveau de la rubrique Au fil des astuces avec Miss Larissa Ouattara. Bonjour. Bonjour Tata Naomi. Comment ça va ce matin? Très bien chez vous. Oh, par la grâce de Dieu, ça va, ça va. C'est toute belle ce matin. Écoutez, dans quelques jours, nous célébrerons la résurrection du Christ. Oui. Et c'est ce qui est en train de se manifester ainsi dans ma vie, c'est la joie. Alors, super. On ne peut pas aller célébrer le Christ. Imagine, on est à l'église, tu fais ça. Alléluia, l'odeur qui se dégage peut faire tomber des gens. Oui. Donc, vraiment pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait pour gérer les odeurs corporelles? Bon, pour gérer les odeurs corporelles, c'est quelque chose de très récurrent. Il y a beaucoup d'hommes qui vivent ça, qui ne savent pas comment s'y prendre. Surtout dans cette période, il fait très chaud. Donc, je suis là pour vous donner toutes les astuces. Les odeurs épicées, ça pique le nez. Et ça dérange vraiment. Tata Naomi, je ne sais pas si tu as été confrontée à ça mais si. C'est pas facile. Si. Comme Dieu nous a fait grâce de ne plus prendre les transports en commun, sinon... On n'en dira pas plus. Allons-y. Ok, donc on a du concombre. D'accord. On a du citron et on a du vinaigre blanc. Vinaigre blanc. Oui, le vinaigre blanc. Là, c'est le mélange du vinaigre blanc et de l'eau. Mais à quelle portion? C'est-à-dire que je prends la même portion de vinaigre et la même quantité d'eau pour faire le mélange? Oui, effectivement. Non, le vinaigre doit dépasser un peu plus. C'est la même portion. Ok. Voilà, pour ne pas trop sentir l'effet du vinaigre, pour diluer un peu. C'est pour ça qu'on mélange avec de l'eau. D'accord. Donc, on va commencer déjà même par le vinaigre. Il y a des personnes qui ont de mauvaises odeurs au niveau des pieds. Lorsqu'elles portent des chaussures, arrivé à un certain moment, quand elles enlèvent les chaussures, on ne peut pas s'asseoir à côté d'elles, c'est gênant. Donc pour vous, je vous propose le vinaigre blanc avec de l'eau. Vous mettez ça dans un flacon à spray et vous mettez, disons, notre mélange dans vos chaussures et vous laissez sécher. Ça va vous couper les mauvaises odeurs parce que c'est l'humidité de la transpiration qui crée cette mauvaise odeur-là. Et quand vous enlevez les chaussures, on a les pieds qui n'ont pas une bonne odeur, les chaussures même aussi sentent, c'est vraiment compliqué. Donc, je vous recommande le vinaigre blanc. Et si jamais la personne a un problème de pied d'athlète, parce qu'on a beaucoup de personnes qui en souffrent aussi, est-ce qu'on peut utiliser le vinaigre, ça va pas piquer? Non, non, non. On peut utiliser le vinaigre, ça va piquer un peu, mais ça va venir enlever en fait et éliminer tout ce qui est batterie, saleté. Dans les chaussures, on n'a pas dit directement sur le pied, amis téléspectateurs, mais dans les chaussures, et on laisse bien sécher avant de reporter la paire de chaussures, c'est ça? C'est ça. Très bien. Et quand on parle aussi de mauvaises odeurs corporelles, on ne peut pas ne pas parler de se laver et de bien se laver d'ailleurs avec un savon antiseptique, c'est très important. De grâce, lavez-vous au moins une fois par jour. Pardon, il faut dire au moins 2 fois. Il fait chaud. Parce que quand il fait chaud, là, c'est au moins 4 fois par jour. Ah oui, mais bon. Mais là, une fois, c'est pas bon. 2. Il y a des gens qui aiment tuer cabri dans notre langage. Donc, bon, au moins, Tata Naomi a dit 2 fois. Moi, j'ai eu pitié, j'ai dit 1 fois. Donc, pardonnez. Et pardon, je veux me servir aussi de ta rubrique pour faire un clin d'œil à toutes les mamans qui vont accoucher. Pour retenir que si vous lavez mal votre enfant, dès le départ, ça va le déranger toute la vie avec des odeurs. Ça, franchement, chère maman, faites attention, prenez le temps. Chez nous, par exemple, dans ma famille, on nous lave 7 fois. Déjà, 7, c'est le chiffre de la perfection. De la perfection, oui. Voilà. Donc, on lave le bébé, on le rince, on le lave, mais 7 fois. Avant maintenant que chaque jour, l'enfant prenne son bain, mais la première fois que la maman s'assoit, c'est 7 fois. On lever toute forme d'odeur. C'est avec quelque chose de particulier? Non, juste le savon. Juste le savon. Juste le savon de bébé. Juste le savon de bébé. Et puis, quand l'enfant commence à avoir 7 ans, chez nous, ça évolue en 7, à partir de 7 ans, citron sous les aisselles et entre les jambes. Allez,
tous les jours. C'est très important. Et on va passer en même temps à l'astuce avec le citron, qui est très important aussi. Souvent, quand vous voyez les femmes rentrer avec du citron dans la douche, ne vous posez pas des questions. C'est pour couper les mauvaises odeurs, surtout au niveau des aisselles. Aïe. Déjà, il y a une différence entre le déodorant et un antitranspirant. Le déodorant, lui, il vient couper les mauvaises odeurs au niveau des aisselles, mais l'antitranspirant, c'est pour tout le corps. Donc, le citron aussi a ce pouvoir-là de gérer en même temps, d'être un déodorant et un antitranspirant. Donc, quand vous rentrez dans la douche, vous coupez comme ça le citron en rondelles, vous l'utilisez au niveau des aisselles. Mais de grâce, le citron réagit beaucoup au soleil. Donc, faites très attention, c'est les soirs que vous pouvez les utiliser. Donc, vous les mettez... Faut bien le dire. Faut bien le dire. Oui, c'est le soir qu'il faut utiliser le citron. Lorsqu'on part se laver, on le frotte comme ça au niveau des aisselles. On attend un petit moment avant de prendre son bain. Et puis, le tour est joué, les mauvaises odeurs sont coupées et c'est bon. C'est top. Alors, mesdames, si par exemple, vous maquillez ou pas, vous savez qu'il faut se démaquiller tous les jours. Donc, par exemple, vous mettez le citron. Après, vous avez le temps de vous démaquiller, de faire autre chose. Attendez entre 5-10 minutes. Et puis, vous partez prendre votre douche. Et puis, c'est bon. Tous les jours. Voilà, tous les jours, c'est ce que je voulais préciser. Et on passe maintenant au concombre. Alors, le pouvoir du concombre, c'est de resserrer les pores. Il resserre les pores. Et Tata Naomi, je ne sais pas si souvent ça arrive, ça t'arrive, mais nous, pour nous qui avons de fortes poitrines, souvent on transpire au milieu. Oui, là. oui. Non, au milieu et puis en dessous des seins, là, il faut faire passer. Transpire. Donc on se demande, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut mettre du déodorant là-bas? Qui rit. C'est pas facile, hein? Oui. Il y en a... Après, c'est le matin, les enfants dorment, en plus, ils sont en congé, là. Vous savez, il y a des hommes qui aiment les femmes qui ont des fortes poitrines, mais c'est pénible, en fait. Oui, ça fatigue pour ces femmes, ouais. On a chaud et... Il fait chaud. Voilà, les gars, c'est compliqué. Donc, voilà. Et là, ça peut dégager. Pour les papas solo, ça peut aller. Oui. Okay? Mais quand on arrive à la forme des cocotiers, de gros cocos, là c'est compliqué. Donc, on peut utiliser le concombre. Il va nous permettre tout simplement de resserrer les pores au niveau des seins ou là où on transpire, on le met, mais ça, c'est pas seulement une seule fois. On peut l'utiliser au moins 2 à 3 fois dans la semaine pour qu'on sente un résultat assez cohérent. On le met avant de se laver, après la douche, à quel moment et pendant combien de temps? Après la douche. On le met après la douche. Vous pouvez le laisser pendant 5 minutes, 10 minutes. C'est naturel. Donc, même, on peut dormir avec. Mettre ça, voilà, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le garder. Ce n'est pas comme le citron, il faut laver forcément. Alors, mesdames, petite astuce aussi, on parle de transpiration, de mauvaise odeur. Le concombre est aussi utilisé pour le visage, pour resserrer les pores. Hein. Merci, Tata Naomi. J'allais en venir. Ah, mais ça, c'est les petits secrets de grand-mère. Effectivement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent lorsqu'elles se maquillent. Ah non, on a les pores trop dilatés et tout. C'est pour ça qu'on prend aussi des gommages à base de concombre. Je pense que les prochaines fois, on aura le temps de mieux développer cela. Donc, voilà l'astuce du jour. J'espère que... Donc, voici des éléments qui ne doivent jamais manquer à la maison. Vinaigre blanc, on a aussi un boîtier à spray là, pour pouvoir faire le mélange vinaigre et eau, citron, concombre. C'est simple. On prend de l'eau et du vinaigre blanc, on fait notre mélange. Et si jamais on transpire des pieds, que dans les chaussures, ça sent pas bon, on met des coups de push là, voilà. On laisse la chaussure bien sécher. J'ai bien appris ma leçon. Oui. Super. Citron sous les aisselles. Les soirs, pardon, pas le matin, ne vous dérangez pas, parce que vous risquez aussi d'avoir des piqûres. Si vous passez le parfum, le déodorant, tout ça, ça va être un peu compliqué. Donc, le soir, tranquillement, vous mettez 5-10 minutes avant d'aller vous laver. Alors, elle a dit sous les aisselles, moi, j'insiste, entre les jambes, là, on met et puis on attend. 5-10 minutes, allez, sous la douche. Concombre aussi, mesdames, écoutez. Visage, ça va resserrer les pores pour le visage gras. Il y a des gens qui disent, oh mais il y a des femmes, quand elles sautent, elles sont dans tous les sens, elles ne transpirent pas. Elles sont passées par le concombre, moi je vous dis. Et puis après, pour mesdames, en dessous des seins, entre les seins au milieu, vous frottez, puis vous pouvez dormir avec. Et puis revenez nous dire à Matin Bonheur comment on a changé votre vie avec nos astuces. C'est bon, tout est dit. Bon, tout et puis en plus, c'est pas cher. Oui, pas du tout. C'est pour ça qu'on fait l'effort de vous proposer des astuces vraiment faciles à avoir à la maison pour ne pas que vous dépensez beaucoup. Alors, moi, je veux faire un coucou à ma mère aujourd'hui. Maman Tori Djoko Béatrice. Elle nous a... Non, mais franchement, depuis petite, là, quand quelqu'un passe à côté, qu'elle sent... Ma mère ne supporte pas les odeurs. C'est comme moi. Quand quelqu'un passe avec une odeur désagréable, là, non, j'ai la tête qui tourne. Elle dit, et pourtant, le citron ne coûte même pas 50 francs. Avant, dans le temps, ça coûte rien du tout. Et pourtant, le citron. Maman, et pourtant, le citron. Mais voilà. Merci beaucoup.
Bonne journée. Merci. On se prépare pour... Vous êtes qui? Enfin, de quelle religion? Musulmane ou chrétienne? Donc, on se prépare pour la Pâque? Oui. Donc, comme on ne va pas se voir... Est-ce qu'on se voit vendredi? C'est pas sûr. Non. D'accord. Un message pour tous les chrétiens qui arrivent à la fin du moment de carême? Bon, que Dieu vous bénisse. Amen. Et on rend grâce à Dieu parce qu'il a permis ce moment. C'est une grâce, comme Tata Naomi l'a dit dès le départ, le fait de se réveiller chaque matin. On nous dit les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc, ces grâces, ces bontés se renouvellent tous les jours. Et si aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce de pouvoir terminer ce moment de jeûne-là et célébrer la Pâque le dimanche, je pense qu'il faut lui rendre grâce, il faut rendre gloire à Dieu. Et je vous fais plein de bisous. Restez concentrés, continuez votre marche avec le Seigneur. C'est le meilleur chemin. Et pour que nos enfants nous retrouvent avec leur joie de vivre, par exemple à Awané, où on s'amuse, on est dans une grande cour de récréation, hein, encadrée par tous les agents de la RTI. Il faut bien sûr qu'ils soient en bonne santé, malheureusement. Certains adultes ont décidé de mettre fin à leur jeunesse beaucoup trop tôt. On parle de viol. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme viol sur un enfant? Il faut dire que le viol, c'est un acte sexuel qui est commis avec pénétration sur quelqu'un, sans son consentement surtout. Donc, il y a la notion de pénétration et puis il y a la notion d'absence de consentement. Parce que normalement, un acte sexuel, ça doit être consenti. Mais quand il n'y a pas de consentement, on assiste à de la violence et en fait, ce n'est pas normal. Et en plus, ce n'est pas seulement, si vous voulez, l'acte sexuel en tant que rapport que nous connaissons, mais il faut dire que ici, quand on parle d'abus, ça porte sur tous les actes sexuels, la connotation sexuelle en tout cas, qui font appel à la notion de pénétration. Donc ça peut être obtenu à travers un objet, à travers un doigt, à travers diverses choses qui sont dans l'entourage. Malheureusement, quand ça se fait avec des enfants, c'est là que se trouve le côté dramatique et horrible, en fait. On parle même de pénétration buccale, tout ça. On oui. oblige les enfants à faire des choses. Absolument. Et souvent, même quand il s'agit de bébés, je me dis, mais on voit quoi sur le bébé, en fait, pour... je sais pas, comment on peut être aussi cruel? Mais bon, je pense aussi que après un viol, quand l'enfant réussit à vivre, parce qu'il y en a plein qui décèdent après. Quels sont les effets qu'on a sur les enfants? Il y a pas mal d'effets qu'on peut retrouver sur un enfant qui a été victime d'abus sexuels. Déjà, premièrement, les parents, ils ont du mal à diagnostiquer le fait quand l'enfant n'en parle pas. Parce que ce n'est pas aussi évident qu'un enfant, il en parle facilement. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes d'abus et qui n'en parlent pas. Je peux dire que c'est la grande majorité des enfants qui sont dans ces cas-là. Ceux qui en parlent, ou bien ceux qui en découvrent ça, ils sont quelques petits nombres en tout cas. Donc déjà, il y a le silence, il y a l'omerta qui englobe le phénomène. Ça, c'est la première chose. La deuxième difficulté, c'est que très souvent, ce sont des choses qui sont obtenues par des gens de l'entourage. La famille très proche. Il faut savoir qu'on est dans une société qui est de plus en plus perverse, qui perd ses valeurs, et qui n'a vraiment aucune morale. Donc, on assiste de plus en plus, en tout cas moi en tant que clinicien, j'assiste de plus en plus à des consultations où c'est les pères, les géniteurs qui sont auteurs de ce genre de comportement sur leurs propres enfants. Et très souvent aussi, c'est les frères, c'est les cousins, c'est les neveux qui sont à la maison, c'est les maîtres de maison, c'est en tout cas les personnages qui sont très très proches de la famille, la plupart du temps. D'accord. Mais là, comment on pourrait reconnaître déjà chez un enfant qu'il a été victime d'abus sexuels? Parce que c'est pas évident que l'enfant parle. Souvent, c'est peut-être parce que l'enfant a été très malade, arrivé à l'hôpital, on découvre des choses. Mais dans le comportement de l'enfant, est-ce qu'on pourrait déjà détecter certaines choses? Déjà, on peut détecter. Mais déjà, il faut qu'on souligne des choses très importantes avant de dire les signes. Ah oui, non, parce que... Bon, d'accord, ce que je veux souligner avant, c'est que il n'y a pas de signe majeur qui permet d'établir avec certitude le diagnostic d'un abus sexuel. Parce que si on ne dit pas ça, les gens vont dire « Ah, Zabi, il est venu à la télé, il a dit ça. » Il a dit... Donc, quand on voit le signe net en même temps, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça peut déjà éveiller nos soupçons. Voilà, ce sont des signes d'alerte. Donc, ce que je veux dire, ce sont des signes d'alerte. Merci. Vous allez voir qu'un enfant, par exemple, qui a tendance à se retirer des relations avec les gens,
ils fuient les contacts avec les adultes, par exemple. Il y a des enfants qui s'inscrivent dans du voyeurisme. Ils sont là, ils se cachent pour regarder les gens quand ils sont nus, quand ils sont en train de s'habiller, etc. Ou alors, ils sont dans l'exhibitionnisme à l'excès. Ils se pavanent et puis ils posent des actes qui ressemblent à des actes qui ont des connotations sexuelles. Vous allez voir également des enfants qui vont essayer de faire des attouchements sur d'autres enfants. Vous allez voir des enfants qui vont, par exemple, imiter le rapport sexuel parce qu'ils ont déjà expérimenté ça ou bien ils ont déjà vécu ça. Ça, c'est ce qu'on peut voir physiquement. Maintenant, vous allez assister. Rappelons pour dire que tout ça, ça ne veut pas dire que tout de suite l'enfant a été victime. Voilà. Ça peut éveiller nos soupçons. C'est éveiller nos soupçons et puis faire attention. Ça, c'est au niveau des enfants. Souvent, on peut assister à des pleurs qui n'ont pas de raison, à un isolement social. On peut assister à des troubles du sommeil, à des manques de concentration chez les enfants. Quand c'est chez les adolescents, on peut assister à la consommation, par exemple, de stupéfiants comme les drogues. On peut assister à des fugues permanentes où l'enfant il sort sans raison, il a tout le confort à la maison, mais il fait des fugues. Il est dehors, on ne comprend pas. Et très souvent, on se dit non, mais c'est les voisins de dehors qui sont... Alors que le problème se trouve à l'intérieur de nos maisons. Donc, il fuit le problème de la maison. Voilà. Donc, souvent, il faut faire très attention et être à l'écoute de l'enfant. Mais ça suppose, pour être à l'écoute de l'enfant, que le parent est là. Parce que nous, notre problème, c'est qu'on a les yeux braqués, en fait, sur les raisons qu'on a de ne pas être à la maison, plutôt que sur les profondes raisons qu'on a d'être à la maison avec nos enfants et de veiller sur eux. Et c'est parce qu'on est à la maison, justement, qu'on peut remarquer que le comportement de l'enfant a changé. A changé. Voilà. Parce que, oui, parce que... Parce que sinon, quand on délègue tout au personnel de maison, ce n'est pas leur rôle, ils ne vont pas observer. Vous allez voir que l'enfant, par exemple, c'est quand on est en train de lui donner le bain, on va toucher à ses parties intimes, par exemple, que la maman peut constater que l'enfant a des résistances ou bien il y a des choses qui peuvent nous révéler. Mais quand c'est la domestique qui fait ça, bon, elle lave l'enfant et puis ça va. J'ai fait un truc, j'ai paniqué un jour. Je veux saluer le personnel de l'hôpital mère-enfant, mais j'ai paniqué. Parce que ma fille, on n'arrivait pas à faire sa toilette intime. Elle criait, ça brûle. Ça brûle comment? Aïe, 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 aïe. On a débarqué à l'hôpital. Mais j'étais paniquée. J'ai dit sauver ma fille. Mais aïe. Donc, me dit, non, elle a joué en fait dans le sable. Donc, c'est une petite infection, comme c'est une peureuse. Donc, il faut vraiment être avec l'enfant pour se rendre compte, en fait. Il le faut. Et nos enfants ont besoin de nous. Et nous, on ne s'en rend pas compte. Pendant qu'ils ont besoin de nous, nous, on a besoin d'argent. Merci. Et on court derrière l'argent en les laissant. Alors qu'on dit que c'est pour eux qu'on cherche l'argent. Malheureusement, quand on vient avec l'argent, eux, ils sont dans d'autres problèmes, vous voyez. Malheureusement. Ils sont partis dans la drogue, ils sont partis dans la prostitution, etc. Alors, dès qu'on remarque certains signes, comme vous venez d'en évoquer, on va à l'hôpital, on parle avec l'enfant. Comment on emmène l'enfant à nous faire confiance et à s'ouvrir? Déjà, devenir l'ami de son enfant. Quand je dis ami, ça ne veut pas dire aller boire une bière ensemble ou aller faire des choses ensemble. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Emmener l'enfant à nous faire des confidences, ça s'apprend. Il faut savoir que la confidence ne se fait que dans un climat de confiance. Quand quelqu'un n'a pas confiance, la personne ne fait pas de confidence. Nos enfants, souvent, on se plaint de ce qui ne nous révèle pas les choses qui leur arrivent, simplement parce qu'il y a deux problèmes qu'on a. On n'établit pas le cadre de confiance, premièrement. Deuxièmement, on ne sait pas communiquer. Établir le cadre de confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre à écouter sans juger. Apprendre à écouter sans juger et sans condamner. C'est à ce prix-là que quelqu'un peut vous faire des confidences. Si je vous dis, Tata Naomi, bon, voici ce que j'ai fait, vraiment, j'en suis pas fier. Et puis tu dis, ouh, ça là, c'est la pire des choses. Demain, si j'ai un problème, je ne viendrai pas vous dire. Voilà. Donc, c'est ne pas juger, ne pas condamner. Première chose, donc créer le cadre de confiance. Savoir communiquer. On s'est dit souvent, c'est en demandant à notre enfant, raconte-nous ta journée. Il ne va pas nous raconter ce genre de choses. Parce qu'il y a une chose qu'on oublie, c'est que, c'est vrai, on lui donne des valeurs. Mais en même temps, l'agresseur, lui aussi, il lui donne des menaces. Si jamais tu dis, je vais te tuer, je vais tuer ta mère, je vais tuer ce qui, je vais faire cela. Donc l'enfant, il est pris entre l'enclume et le marteau. Et très souvent, il préfère écouter ce qu'on lui dit plutôt que ce que les parents lui disent. On l'a effrayé. Donc on l'a effrayé, il ne parle pas. Comment faire pour débloquer cela, pour amener l'enfant à parler? C'est de lui poser les questions essentielles. C'est-à-dire, qu'est-ce qui dans la journée t'a le plus marqué positivement? Quand c'est comme ça, l'enfant, c'est facile. Ah, il y a telle chose qui s'est passée, il y a telle chose qui s'est passée, il vous raconte sa journée. Bon, quand vous finissez avec cette partie-là, vous lui demandez ensuite,
Qu'est-ce qui, dans cette journée aujourd'hui, t'a marqué négativement? Qu'est-ce qui a fait qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans le contenu de cette journée? Qu'est-ce qui t'a rendu triste? Qu'est-ce qui t'a rendu amer aujourd'hui? Il va vous dire les différentes choses, les différents événements qui l'ont rendu triste, amer ou qui l'ont fait pleurer. Mais si vous posez une question globale comme raconte-moi ta journée, il va te dire mais il n'y a rien. Comment tu dis raconte-moi ta journée? Bon. On dit simplement tu as fait quoi à l'école aujourd'hui? Bon. Ah d'accord, ok, merci, c'est fini. Hein. Parce que l'une des erreurs qu'on commet en éducation, c'est qu'on est braqué sur le résultat scolaire de l'enfant. Donc, tout notre centre d'intérêt tourne autour du résultat scolaire. Alors que le résultat scolaire, ce n'est qu'une infime partie de la vie en général. Donc, il y a pas mal de choses qui se passent dans notre maison, à notre insu, et dans le silence total de tout le monde. Et ce n'est pas intéressant. Il faut que les gens comprennent clairement qu'ils ont un rôle à jouer, et le rôle qu'ils ont à jouer, personne ne viendra le jouer à leur place, pas même leurs domestiques, ni même les personnes à qui ils délèguent. On ne délègue pas l'éducation de l'enfant. On ne délègue pas. On doit être présent pour assurer sa part de responsabilité. À partir de là aussi, il faut comprendre que la conversation avec l'enfant, ce n'est pas du jour au lendemain. Non. C'est tous les jours, c'est une longue durée. Donc, il ne faut pas vous fâcher, il ne faut pas perdre patience. Il faut y aller tout doucement avec les enfants. Et quand on constate qu'il y a un problème, on va voir directement le médecin, on va voir la police. Qu'est-ce qu'on fait pour aider notre enfant? Déjà, tous ces canaux sont ouverts dans tous les cas. Déjà, il faut parler avec l'enfant d'abord. Ça, c'est essayer de parler en utilisant les bonnes méthodes, comme je viens d'en parler tout à l'heure. Ensuite, il faut voir un spécialiste. C'est-à-dire, notamment, je conseille qu'on aille voir tout de suite un médecin d'abord, pour voir si physiquement l'intégrité de l'enfant est observée, s'il n'y a pas de problème particulier au niveau médical. Donc, quand ça s'est réglé, il faut ensuite assurer une prise en charge psychologique à l'enfant. Il faut qu'on apprenne à développer le réflexe de la consultation systématique d'un psychologue. Quand on voit que quelque chose ne va pas, ou bien même que tout va bien, mais qu'on a besoin de s'améliorer, il faut que ça fasse partie de nos réflexes. On va rencontrer un psychologue, on parle avec lui. Le volet, si vous voulez, pénal, ça c'est au niveau de la police. On peut également saisir la police pour que ce genre d'acte ne se répète pas. Mais la difficulté, comme je l'ai dit, c'est que la plupart du temps, les auteurs sont sous la natte. Quand c'est le père, bon... Voilà, justement, ça, franchement, j'ai vécu des cas où les femmes, mais vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans cette affaire de mariage-là. Ton mari viole ton enfant, mais pour ne pas perdre ton foyer, tu le protèges. En fait, tout cela, comment on fait justement pour les arrêter? Déjà, il y a la... Il n'a même pas... C'est-à-dire, il ne peut pas être père, c'est pas un père, c'est un démon. Ton enfant, le sang de ton sein, l'os de tes os, l'enfant qui va porter ton nom, qui va pérenniser ton nom sur terre, et puis tu détruis ça comme ça, c'est toi-même que tu détruis. Il n'a même pas le droit d'être père. Vous savez, Tata Naomi, moi j'observe ces choses-là avec un peu de recul. J'observe une chose, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout le monde court tous azimuts après l'argent. Oui. Donc, pour avoir cet argent-là, aujourd'hui, les gens vont par exemple dans des sectes, ils vont dans des choses où on leur demande des rituels. On leur demande des rituels particuliers comme commettre des incestes. Genre, si l'argent était facile à avoir, pourquoi nous on vient à 3 h du matin au travail? Donc, quand par exemple, on voit que le père il est inscrit dans cette logique-là, il rapporte l'argent et on voit l'argent, on en bénéficie. Donc, quand c'est comme ça, avant de prendre une décision, souvent ces dames-là, elles le regardent, elles se disent, bon, ok, voici les prébendes que je perds si je m'en vais à cause de ça, mais en même temps, il y a la santé de mon enfant, elles sont comme ça. Et vous voyez, c'est ça la difficulté. Il y a les pesanteurs culturelles aussi, où aujourd'hui, enfin, peut-être de moins en moins aujourd'hui, mais en Afrique, en tout cas pour ce que je vois en Côte d'Ivoire, une femme n'a de valeur en griffe que quand elle est mariée. Ah, ça. Ça, c'est ce qu'on a dit. Donc, à force de bassiner quelqu'un avec ce genre de préjugés-là, la personne ne donne de sens à sa vie que quand il y a le mariage. Donc, tout ce qui va mettre un point d'arrêt à son mariage, elle n'en veut pas. Donc, elle est là et elle est prise entre l'enclume et le marteau. Et puis, le mariage, c'est un don. Ce n'est pas tout le monde qui a appelé à faire ça. Ça, c'est clair. Aïe. Mais ce n'est pas tout le monde qui le comprend comme ça. Tu vas te tuer dans cette affaire, tuer ton enfant, tout gâcher à cause de quoi? Ouais. Malheureusement, c'est à quoi on assiste. Donc, on a des pères, et ça, j'insiste là-dessus, de plus en plus de pères commettent des viols sur leurs propres enfants. J'insiste là-dessus.
J'insiste là-dessus. Malheureusement, pour pouvoir le tuer, il faut que ce soit sûr, il faut que ce soit connu. Les gens n'en parlent pas. Comme je l'ai dit, c'est enrobé d'omerta, c'est-à-dire de silence, un silence lugubre et tout, qui enveloppe le phénomène. De plus en plus de pères, de plus en plus de frères. Zabidjo, on va faire quelque chose. On arrive vraiment à la fin de cette émission. On va vous demander de regarder la caméra en face de vous, la 4. OK. Et puis parler aux enfants, parler aux parents, afin de les aider à rompre le silence, à nous encourager à dénoncer ces actes horribles et ignobles, s'il vous plaît. Je vais commencer d'abord par parler aux parents. Mesdames... Papa Zabi, oui. Excuse-nous, on va se tenir debout. C'est trop sérieux. Non, on va se tenir. Voilà. Okay. Et voilà, il faut fixer la caméra et dire exactement les choses. Donc, je disais que j'allais commencer à parler aux parents, notamment aux mamans et aux papas. C'est vrai qu'on n'a pas le temps, c'est vrai qu'il faut courir après l'argent, mais le plus important, notre bien le plus précieux, ce sont nos enfants. Et garçonnets comme fillettes sont exposés à des abus sexuels dans nos maisons, dont les auteurs de ces abus-là peuvent être nos maris, nos frères, nos neveux qu'on prend chez nous à la maison. Il faut qu'on en prenne conscience. Donc, il faut établir un lien de confiance avec notre enfant. Et ces liens-là, je l'ai déjà dit et je le répète, ça va s'établir en ne jugeant pas toujours et en condamnant. Laissez les enfants vous parler. Il vous dit quelque chose que vous ne supportez pas, ne réagissez pas tout de suite. Posez-lui des questions pour comprendre. Pour aller plus en profondeur, c'est à ces prix-là que vous aurez les détails sur les souffrances de votre enfant. Aux enfants, j'aimerais dire, pour ceux qui sont vraiment conscients, qu'il faut que la moindre des choses, le moindre attouchement, le moindre acte qu'un adulte commet sur vous, il faut que vous fassiez l'effort d'en parler avec vos parents pour que cela ne puisse pas devenir une gangrène dans votre vie. Je veux vraiment m'arrêter sur ça. Que Dieu bénisse nos familles. Que Dieu bénisse nos familles, que Dieu protège nos enfants. Merci de nous avoir suivis. À demain.